J'ai pas assisté à toute la journée, mais j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup parlé de gouvernance. Pas assez en tout cas. On va essayer d'en parler un petit peu. Alors c'est un challenge, hein. Même si on est amis depuis 25 ans, tu le rappelais. Parler de gouvernance des données et de gouvernance de l'IA à 18h45 après une journée entière consacrée à l'innovation et à la création de trucs absolument fantastiques, tu mets la pression là. Et puis tu mets la pression aussi à tous ceux qui participent pour leur dire mais vous devez accepter de parler de gouvernance pour avoir le droit de boire et de manger quelque chose après, si j'ai bien compris. Impressionnant. Alors, en effet, on va essayer de faire les choses de manière sympathique. Quelques mots pour me présenter. Je vais finir par être un des plus vieux, plus anciens de la salle. Je travaille dans le domaine de la data depuis plusieurs décennies et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je me suis spécialisé au travers de formations et d'accompagnement sur ces sujets de la gouvernance des données et de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance? C'est un énorme terme qui regroupe généralement dans les esprits que des mots négatifs. Réglementaire, contrainte, on peut pas faire ça, etc. On essaye de le présenter de manière un peu plus positive, au moins que dire c'est un peu comme un code de la route. Vous prenez une ville dans laquelle il n'y a pas de code de la route, ça fonctionne moins bien qu'une ville dans laquelle il y a un code de la route. Donc la gouvernance, on va essayer de le présenter comme ça. Alors, la gouvernance, ça nous amène aussi à nous poser une question toute simple. C'est est-ce que on peut tout faire? Est-ce qu'on a le droit de tout faire? Est-ce que c'est bien de tout faire? Est-ce que les deepfakes qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que l'IA peut servir à tout? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de responsabilité, d'IA responsable? Est-ce qu'on ne doit pas se fixer des limites? Est-ce qu'on va attendre que ce soit les lois, la réglementation qui nous fixe des limites? Et puis après, on va se plaindre que l'Europe s'amuse à réglementer la taille des macros, alors qu'en réalité, on pourrait peut-être chacun essayer de mettre un peu d'éthique, un peu de réflexion sur les limites qu'on peut se donner en matière d'intelligence artificielle, en matière d'utilisation de données, etc. Donc l'idée de la gouvernance, c'est de réfléchir à ces sujets-là. Alors, c'est pas nouveau. En 1933, Nicolas Berdyaev expliquait qu'il est impossible de tolérer l'autonomie de la machine et lui laisser une entière liberté d'action. Elle doit être subordonnée à l'esprit et aux valeurs spirituelles. Il parlait bien entendu pas d'intelligence artificielle, mais de l'évolution de la mécanisation, de l'automatisation, de la révolution industrielle qui bouleversait nos économies. Mais l'idée que la machine doit être laissée libre de faire ce qu'elle veut, ou que l'on soit, nous, êtres humains, libres de faire ce qu'on veut à la machine, ben non, il y a des limites. Il y a des limites et c'est bon pour nous, en tant que société, en tant qu'être humain, qu'on se fixe un certain nombre de limites. Toute la difficulté aujourd'hui, et on le voit bien quand on écoute toutes ces fantastiques conférences sur l'innovation, la création de valeur, tout ce que l'on peut faire avec tout ça, c'est absolument génial. Mais est-ce qu'on essaye de balancer les choses? Ou est-ce qu'on se dit, comme parfois les Américains ont tendance aujourd'hui, à nous dire, mais non, c'est innovation, innovation. On fait, on avance, on verra après. Ou est-ce que, peut-être que c'est notre façon plus européenne de voir les choses, on essaye de trouver une balance et de mettre en place un certain nombre de règles pour éviter qu'on fasse n'importe quoi. Est-ce que le crédit social qui existe en Chine et qui consiste à donner une note à chaque citoyen en fonction de ses actions, de ses bonnes ou de ses mauvaises actions, c'est ce qu'on faisait quand on était à l'école et qu'on avait des bons points. Est-ce qu'on veut aujourd'hui que l'État puisse décider de notre note sociale et nous interdire de faire un certain nombre de choses parce qu'on n'a pas une bonne note sociale? Ou est-ce que c'est une limite qu'on n'a pas envie de franchir? L'idée, c'est de balancer les deux et donc de se poser les questions en amont
sur qu'est-ce qu'il est bien de faire et quelles limites on va se fixer, qu'est-ce qu'on ne souhaite pas faire. Alors aujourd'hui, on est très très loin de ça. Seulement 5% des entreprises ont mis en place une gouvernance de l'IA. Alors quand j'ai vu cette étude en début d'année, j'ai surtout vu la deuxième partie, 85% envisagent une gouvernance de l'IA d'ici l'été 2025. C'est de la magie là, hein. On n'y sera pas. J'espère qu'on aura un peu augmenté le 5%, mais on sera très très loin des 90%. Il y a encore énormément de choses à faire, même si les réflexions commencent à mûrir. Un comité d'éthique ici, un comité de gouvernance là, une lecture un peu approfondie de l'IA Act, etc., etc. L'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'il est bien que je fasse ? Qu'est-ce qu'il n'est pas bien que je fasse d'un point de vue légal, donc conformité, et d'un point de vue éthique, par rapport aux valeurs de mon entreprise. Je suis impressionné aujourd'hui de voir le gouffre entre les pages web de certains de vos sites web où on dit nos valeurs et puis la réalité d'époque qu'on développe parfois dans la même entreprise. Quand on me dit d'un côté, on fait tout pour préserver l'impact sur le changement climatique, la consommation carbone, etc. Et puis de l'autre côté, il y a un communiqué de presse qui dit on a ouvert l'IA génératif pour que tout le monde puisse poser toutes les questions qu'il veut et générer toutes les images de petits chats comme il veut. C'est pas en phase. C'est pas en phase. L'intelligence artificielle, c'est aussi des impacts sociaux et environnementaux. Je ne dis pas qu'il faille fermer l'intelligence artificielle à cause de ça. Mais il faut s'en préoccuper. Et je peux pas d'un côté dire sur mon site web, je fais tout pour préserver l'impact sur le changement climatique, et à côté dire il n'y a pas de limite sur la manière dont on va utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, très peu d'entreprises ont anticipé les risques de la mise en place de l'IA. Alors on a de temps en temps des garde-fous. On a par exemple le cas de MetLife, MetLife, un assureur que vous connaissez, qui a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à stopper tous les projets d'IA générative qui étaient en cours. Pourquoi ? Parce qu'on a en France des autorités, des comités, le CSE, etc., qui ont le droit de donner leur avis sur tous les projets qui ont un impact sur l'organisation du travail. C'est pas pour autant que l'entreprise est forcée de les suivre, mais ils ont le droit d'avoir le temps de donner leur avis. Or, chez MetLife, on a soi-disant fait un POC, mais un POC qui concernait plusieurs milliers de personnes. Le tribunal n'a pas vraiment considéré que c'était un POC, que c'était finalement un début de mise en œuvre, sans avoir attendu les conclusions du CSE. Donc, si vous voulez pas tomber là-dedans, faites attention à la manière dont vous allez développer tout ça. Et puis on prendra un certain nombre d'exemples un peu plus tard. Il y a des entreprises qui se heurtent à des hallucinations, à des biais, à des discriminations. Ça peut donner lieu à des amendes, ça peut donner lieu à des articles dans la presse, ça peut donner lieu à un certain nombre de conséquences négatives qu'il faut anticiper. Si l'IA générative que vous avez mis à l'intérieur de votre service client, j'imagine que c'est pas du tout le cas parmi vous, mais imaginons que votre entreprise soit mauvaise en service client, qu'elle se fasse un peu insulter par ses clients, qui n'hésitent pas à envoyer des mails pour traiter le service client de connard. L'IA générative, elle va apprendre. Et puis elle va apprendre que de commencer par un mail par cher connard, c'est parfaitement acceptable. Et donc elle va commencer à insulter les clients. C'est le genre de risque qu'on peut courir si on ne fait pas attention à certaines choses. Comment on l'anticipe, comment on va réagir, etc. On doit mesurer ces risques-là. Et puis le principal risque aujourd'hui, c'est qu'on utilise l'IA sans le dire. Alors ça, c'est grave. Ça, c'est grave. J'étais, il y a quelques mois, dans un cabinet d'avocats à qui j'expliquais le fonctionnement, vous savez, des petits systèmes taille carte de crédit. On appuie sur le bouton, ça enregistre la conversation. On réappuie sur le bouton, ça envoie à ChatGPT qui vous envoie le résumé. Génial. Sauf que dans l'assistance, il y avait un avocat qui l'avait utilisé pour enregistrer une conversation client, protégée par le secret professionnel.
Je ne sais pas ce que le client avait dit, il avait peut-être avoué un crime, et il n'avait pas du tout conscience que le fichier audio était parti sur les serveurs d'OpenAI aux États-Unis, et qu'il allait peut-être les réutiliser. Donc, le fait que, ce qu'on appelle le shadow AI, le fait qu'aujourd'hui, on fasse de l'IA sans le dire, alors on fait sans le dire parce que parfois, dans l'entreprise, on ne nous dit pas ce qu'on a le droit de faire ou pas de faire. Donc, on se dit, bah, je peux le faire, je peux l'utiliser. On m'a pas dit le contraire. Et puis, on le fait parce que on n'a pas forcément aussi envie d'avouer qu'on a gagné du temps dans la rédaction d'un compte rendu, dans une synthèse, dans une traduction, dans une recherche d'informations. Et donc, on cache un petit peu tout ça. Et ça peut être extrêmement inquiétant pour l'entreprise. Ce genre de petits outils dont je parlais à l'instant, c'est la même chose quand vous êtes dans Zoom et que vous cliquez sur résumer la réunion. C'est enregistré, ça part quelque part, vous ne savez pas où, vous recevez votre compte rendu, vous êtes content. Qu'est-ce qu'il advient du fichier audio? Vous ne savez pas. Est-ce qu'il va être réutilisé pour alimenter ces goinfres que sont les LLM des grandes IA publiques qui ont besoin de plus en plus de données? On verra quelques exemples concrets d'entreprises qui se sont un petit peu égarées dans cette direction-là. Alors, quelle solution on a? Il faut qu'on parle un peu plus de gouvernance. Alors, le problème de la gouvernance, c'est qu'on en parle depuis longtemps. C'est pas nouveau, la gouvernance. On a un socle, gouvernance du système d'information. S'il y a parmi vous des DSI, ou si vous allez voir votre DSI, clairement, il va vous dire, mais moi j'en fais de la gouvernance. Ça fait 15 ans que je mets en place de la gouvernance de mon système d'information. Et c'est très bien. Mais c'est pas complet. Vous allez voir votre directeur général, il va vous dire, mais bien sûr qu'on fait de la gouvernance. On a une gouvernance d'entreprise, comité des rémunérations, expert comptable, assemblée générale. C'est ça la gouvernance. Et puis, on a besoin, entre les deux, d'autres visions. Gouvernance des données orientée métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir que la table XB24, il y a le champ 32 qui est alphanumérique sur 50 caractères. C'est bien, ça c'est de la gouvernance du SI. Par contre, de savoir que ce champ-là, c'est l'ID client, comment il est calculé, qui en est le data owner, à quel moment il est créé, les règles de gestion associées, etc. La connaissance métier de cette donnée. Ça, c'est la gouvernance des données. Vous utilisez un Power BI, un tableau, un clic, tout ce que vous voulez. Vous créez des tableaux, vous créez des rapports, vous créez de la donnée. Vous êtes le seul à savoir que ça a été créé. Vous ne le partagez pas, vous ne le documentez pas. La gouvernance de l'analytique, aujourd'hui, c'est zéro dans la plupart des entreprises. Et la gouvernance de l'IA, c'est le troisième volet. Mettre en place un certain nombre de choses pour que l'on puisse correctement encadrer la manière dont on utilise l'IA. Alors, bien entendu, ça ne peut pas fonctionner sans une impulsion et un soutien au plus haut niveau. Si vous voulez vous charger de la gouvernance, ou si vous êtes chargé de la gouvernance, et que vous êtes au 3e sous-sol sous la sous-direction informatique, ça marchera pas. Récemment, j'étais chez un client qui m'expliquait, le pauvre, qu'il n'arrivait pas à obtenir, il était en charge de la gouvernance, il n'arrivait pas à obtenir un mail de la direction générale, ne serait-ce que pour confirmer que c'était lui qui était en charge de la gouvernance. Donc forcément, à chaque fois qu'il allait voir les métiers, on lui riait au nez. Il n'avait pas la capacité à venir expliquer comment il fallait faire. Donc c'est important d'avoir une vision assez haut niveau, en s'appuyant sur des tableaux de bord qui permettent d'encadrer ce code de la route. Qui s'en occupe? Alors aux États-Unis, on a des fonctions qui ont été mises en place, on a normalisé. CIGO, Chief Information Governance Officer. Le Chief Information Governance Officer devient aujourd'hui, /AI, le Chief AI Governance Officer. Et c'est généralement la même personne qui s'occupe de la gouvernance des données, de l'analytique et de l'intelligence artificielle. En France, on n'en a pas beaucoup. On en a chez Total, par exemple. Chez Total, il y a un Chief Information Governance Officer. Ce sont plutôt les très grosses boîtes. En France, on a un Chief Data Officer. Est-ce que c'est bien qu'il s'occupe de la gouvernance? Oui et non.
Oui, parce qu'il a la connaissance, la compétence. Non, attention, parce qu'il fait déjà la gestion de la donnée. Si je fais la gestion de la donnée et la gouvernance de la donnée, ça veut dire que je mets en place les procédures que je vais moi-même appliquer derrière. Est-ce que c'est l'idéal? Dans les métiers, dans les secteurs réglementés, comme la banque et l'assurance, on sépare. Et c'est généralement le département conformité qui prend en charge la gouvernance pour éviter que ce soit la même personne qui se contrôle et qui agisse. Donc, le Chief Data Officer, oui, pourquoi pas. Le patron de l'informatique, là, je suis beaucoup plus sceptique. Pourquoi? Parce que la gouvernance n'est pas un sujet purement informatique. Alors, si on a un patron de l'informatique qui est vraiment un Chief Information Officer, bras droit de la direction générale, impliqué au comité de direction et qu'il a une vision non pas technique, mais information de son système d'information, là oui. Mais sinon, il faut surtout pas que ce soit truc, ah oui, mais c'est la DSI qui va s'en occuper. C'est pas un sujet informatique. Et puis on doit mettre en place un comité de gouvernance avec des data owners, des data stewards, etc., des rôles qui permettent d'expliquer clairement ce que l'on doit faire en matière de données. Alors, s'il y a un truc à prendre en photo, c'est celui-là, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est un petit memento que vous pouvez conserver pour vous poser la question, qu'est-ce qu'on a à faire en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle et de gouvernance des données? Il y a 3 sujets. Les données, les modèles, les usages. Les données, c'est être capable d'abord de savoir ce que l'on a. La connaissance, un catalogue de données. Être capable de savoir si c'est de bonne qualité. Est-ce que j'ai des données de bonne qualité? Dans ce cas-là, elles ont plus de valeur que des données de mauvaise qualité. Et accessoirement, utiliser des données de mauvaise qualité pour de l'IA, c'est générer des réponses de mauvaise qualité. Donc c'est important de mesurer la qualité. Et puis la conformité, parce que j'ai besoin de savoir si j'utilise des données que j'ai le droit d'utiliser, RGPD et autres. Les modèles, c'est l'apprentissage machine, l'apprentissage profond, les statistiques, l'intelligence artificielle générative, etc. Tout ça, faut le suivre. Vous croyez quoi? Qu'on achète un truc ou qu'on met un truc dans une boîte et puis ça va tourner tout seul, sans surveillance? Non. Les modèles, il faut vérifier qu'ils dérivent pas, il faut vérifier qu'ils font pas d'hallucinations, il faut vérifier qu'ils ne développent pas des biais, etc. Si vous surveillez pas, vous allez à la catastrophe. Et les usages, ça c'est ce qu'il y a de nouveau avec l'IA. Les usages, parce que la réglementation, en particulier les AI Act, ne nous dit pas comment on doit faire ou comment on ne doit pas faire. Elle nous dit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc c'est les usages qu'il faut surveiller. Le même modèle peut parfaitement être adapté à certains usages et puis interdit pour d'autres usages. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Données, modèle, usage. Et puis 3 axes qui sont la partie organisationnelle. Comment on implante tout ça dans l'entreprise? Les bonnes pratiques. La partie risque. On va voir, il faut mesurer les risques. Il n'y a rien de pire que d'avancer dans l'IA avec les mains devant les yeux en disant « j'espère que ça va passer ». Non, dans l'entreprise, ça fonctionne pas comme ça. Et puis la partie conformité, parce que l'Europe et puis un certain nombre d'autres organisations nous ont déjà préparé un certain nombre de réglementations et vous nous ont préparé d'autres pour les années qui viennent. Donc il faut que je reste à l'écoute de tout ça. Quelques mots juste pour comprendre l'IA générative. Si vous avez assisté à la conférence juste avant, vous avez déjà tout compris. Je voudrais juste rappeler que l'IA générative calcule. Elle ne sait rien. Elle n'a aucune compréhension. Elle calcule. C'est de la mathématique. C'est de la statistique. Ça fonctionne très très bien. Mais c'est de la statistique. Donc elle ne comprend rien parce qu'elle récupère de la donnée, qu'elle la coupe en petits morceaux, on vous a parlé des chunks, les bouchées, et puis qu'elle assemble tout ça dans des bases, et puis derrière vous posez une question qu'on découpe en petits morceaux, et puis à la fin, quand vous posez la question quel est le monument le plus visité de Paris, vous avez une réponse qui se rapproche de la Tour Eiffel, parce qu'il y a des millions de pages dans lesquelles on dit que le monument le plus visité de Paris est la Tour Eiffel. Alors, je ne sais pas s'il y a des Marseillais, mais si vous vouliez changer
Et faire en sorte que le monument le plus visité de Paris soit le stade Vélodrome, c'est possible. Il suffit entre guillemets, d'aller injecter quelques centaines de milliers de millions de pages, de forums, dans lesquels on dirait que le monument le plus visité de Paris est le stade Vélodrome de Marseille. L'IA, elle connaît ni Paris ni Marseille. Donc elle va apprendre et elle va calculer ce qui est le plus plausible. Le plus plausible, c'est ce qu'on dit le plus. Donc si vous arrivez à avoir plus de pages qui disent que le monument le plus visité de Paris est le stade Vélodrome, l'IA, elle dira que c'est le stade Vélodrome. Donc on sait aujourd'hui, alors on sait, évidemment, l'exemple que je prends, je suis pas sûr qu'on ait les ressources nécessaires pour créer le nombre de contenus suffisant. Mais sur des sujets plus géostratégiques, un État qui déciderait de changer le narratif. Prenons l'exemple de la guerre en Ukraine. En Europe, on a plutôt un narratif du style « les Russes ont attaqué l'Ukraine ». Si j'avais les moyens de la Russie, j'essaierais de changer le narratif. Non, les Russes ont tenté de récupérer des territoires qui leur appartenaient. Il suffit, entre guillemets, de quelques millions de pages qui transposent ce narratif pour qu'on change la manière dont l'IA générative va répondre. Donc c'est très important de comprendre tout ça. Qu'est-ce que l'IA générative ne connaît pas? Elle ne connaît pas la vérité. Elle n'en a aucune idée. La seule chose qu'elle calcule, c'est ce qui est le plus populaire, le consensus. Donc le consensus, et heureusement d'ailleurs, parce que je vous rappelle quand même que c'est des bouts d'électricité qui passent à l'intérieur de microprocesseurs. Donc l'Ukraine versus la Russie, stade Vélodrome versus Tour Eiffel, elle n'a aucune idée de tout ça. Donc on est capable d'avoir des erreurs énormes si le consensus change. Je pense que si je demande si la Terre est plate ou ronde, le système va me répondre que la Terre est ronde, mais peut-être qu'il va préciser qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent qu'elle est plate. S'il y avait plus de gens qui pensaient qu'elle est plate et qui nourrissent, peut-être que ça changerait d'idée. L'IA privée, c'est la même chose. Elle ne peut pas savoir la différence du vrai et du faux, mais par contre, en fonction des informations que je vais lui donner, si je sélectionne des informations vraies, du coup, j'aurai des réponses qui seront plus proches de la vérité. Alors, il y a un certain nombre de risques auxquels on doit faire attention. Tout ça, ça peut vous arriver. Alors, dans la plupart des cas, ce sera peut-être pas grave. Dans certains cas de contact avec les clients, ça peut être un problème. On va juste pour le fun regarder quelques exemples. Mauvaise interprétation du sens d'un mot. Mère Teresa luttant contre la pauvreté. Le concept de pauvreté versus pauvre, c'est peut-être pas facile à faire comprendre à une IA. Donc on peut générer une erreur comme celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle date un petit peu, mais la différence entre les œufs de poule et les œufs de coq. 20 lignes pour expliquer que les œufs de coq sont moins courants, rarement disponibles dans les commerces de détail, car ils ne sont pas pondus en aussi grande quantité que les œufs de poule. Hein? Alors vous dites assez rapidement, il y a un truc, c'est pas bon. Mais imaginez que vous posez la question sur un sujet que vous ne connaissez pas. Imaginez qu'après cette excellente intervention, vous posiez la question, quels sont les livres écrits par Philippe Neubourg? Chronique de la data, l'intelligence artificielle n'existe pas. Big Data, penser l'homme et le monde autrement, avec Gilles Babinet. Les trois sont faux. Chronique de la data, je sais pas, ça a été inventé, j'aurais pu l'écrire. Les trois sont plausibles, sauf que l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est le fameux livre de Luc Julia. Je voudrais surtout pas lui prendre la paternité de son livre. Quant à un livre avec Gilles Babinet, j'aurais bien aimé en écrire un, mais ça n'a jamais été le cas. Donc c'est totalement faux. Si vous prenez ça, copier-coller, vous faites n'importe quoi. Plus grave, sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, votre patron vous a demandé de faire un point sur la norme ISO 42001. Vous n'y connaissez rien, vous allez demander à ChatGPT. Il vous explique qu'elle est axée sur la gestion des systèmes de management de l'énergie. Pas du tout. C'est la norme de management des systèmes d'intelligence artificielle. Donc là, vous avez l'air très con
quand vous apportez le slide que vous avez fait à votre patron, où vous avez copié le résultat de ChatGPT, sans vérifier. Ou alors, si vous lui demandez de vous dessiner une matrice de cartographie des risques, elle est bonne, hein, y a l'impact, il y a les risques, probabilité de survenance, sauf que les couleurs sont pas du tout au bon endroit. Donc il y a un certain nombre d'erreurs qu'on va constater comme ça, des amplifications de stéréotypes. Jean aime le bœuf bourguignon, quel est le plat préféré de Mohamed? Forcément le couscous. L'incapacité à respecter le prompt. J'ai essayé 10 fois d'avoir une image d'un groupe de jeunes absorbés par leur téléphone. Moi, je voulais un groupe de jeunes comme à l'école, avec des garçons et des filles. Voilà ce qu'il appelle un groupe de jeunes moitié-moitié, hommes et femmes. Impossible d'obtenir une image qui corresponde à ce que je souhaite. C'est un biais, volontaire ou involontaire, je ne sais pas. C'est compliqué à gérer. Juste quelques études de cas comme ça pour passer en revue ce qui s'est réellement passé. Le fameux cas de Air Canada, il développe un chatbot. Le chatbot conseille un client sur un choix de billet d'avion par rapport à des caractéristiques que le client avait demandé. Le chatbot se trompe, le client achète le billet et il constate qu'il n'a pas les fonctionnalités, les caractéristiques qu'il souhaite. Ça va jusqu'au tribunal, un peu débile vu le prix du billet d'avion, mais Air Canada va au tribunal et essaye d'argumenter que le chatbot, c'est pas Air Canada, que le chatbot, il a sa personnalité. Et donc c'est le chatbot qui s'est trompé, c'est pas Air Canada. Le juge n'a pas vraiment été dans ce sens-là, et il a condamné Air Canada à rembourser le client. Autre exemple, et alors là il y en a plein malheureusement, les avocats qui confient la rédaction de leur plaidoirie à ChatGPT, qui invente de la jurisprudence. Tant que le juge s'en aperçoit pas, c'est pas dramatique. Quand le juge s'en aperçoit, il aime pas d'abord, et puis il va mettre des amendes à l'avocat, et puis je crois que le client, il va changer d'avocat. Donc il faut faire attention. Et puis le dernier exemple, chez Samsung, avec ces petits systèmes ces petits dispositifs d'enregistrement, on enregistre une réunion interne qui mentionne le nom de code d'un nouveau produit que personne n'a jamais sorti. On obtient le résultat, le résumé, et 2 semaines après, dans un autre prompt que demande quelqu'un d'autre de Samsung, et ben dans la réponse apparaît miraculeusement le nom de code du produit qui n'avait jamais été mentionné à l'extérieur. Ce qui est bien la preuve que quand vous envoyez quelque chose pour un résumé, pour une traduction, etc., ce quelque chose est conservé à l'intérieur de la base et sera réutilisé. Et d'ailleurs, c'est dans les conditions générales. Hein. Si vous arrêtiez d'appuyer sur « j'accepte » sans lire, vous vous rendriez compte un petit peu de ce qu'il y a derrière. Alors, quelques mots sur la cartographie des risques. L'objectif, c'est de mesurer les risques, la probabilité de survenance et l'impact sur le business. On a une norme ISO 31000 qui fait ça très bien. Et c'est très important en matière de gouvernance des données, gouvernance de l'IA, que vous envisagiez les risques. Qu'est-ce qui peut se passer? Je l'accepte, je l'accepte pas. Ça, c'est votre décision. Mais vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas ». Je ne savais pas, c'est que vous n'aviez pas fait vos devoirs et que vous n'aviez pas anticipé véritablement ce qui pouvait se passer. D'un point de vue norme, alors là, on en a partout. Tout le monde s'y met avec sa petite norme. Et on a donc des organismes internationaux, chaque pays qui s'y met, l'Europe, etc. Donc il faut surveiller un petit peu tout ça. On a la norme ISO 42001 qui nous donne des indications comment gérer l'intelligence artificielle. On a l'AI Act qui classifie les modèles, qui nous dit très clairement cette catégorie-là, le niveau 1, est inacceptable. Donc, depuis février, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, donc il y a toute une liste. Par exemple, évaluer l'état émotionnel d'une personne pour derrière prendre des décisions. Par exemple, je ne peux pas, je sais pas, mettre une caméra ou un capteur de vitesse de frappe qui va détecter si la personne est fatiguée ou pas, et éventuellement que ça ait un impact sur ses horaires de travail. C'est interdit. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, la police prédictive,
Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? C'est interdit. Donc, l'IA Act a mis en place un certain nombre de limites, des sujets interdits, des sujets réglementés, et puis des sujets sans risque. Avant de développer une IA, à vous de vous poser la question, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je vais être contraint de faire une analyse d'impact? Est-ce que je vais être contraint de divulguer ça, par exemple, au comité d'entreprise, etc., etc. Le fait que l'AI Act ne plaise pas à certains, c'est une excellente nouvelle. Si le patron de Facebook et le patron de Spotify sont contre l'AI Act, comment est-ce qu'on peut être contre un système qui interdit d'exploiter l'état émotionnel d'une personne pour lui nuire? Donc ceux qui sont contre, ça montre bien qu'ils avaient envisagé des usages qui vont bien au-delà de ce que notre éthique aurait accepté. Alors qu'aux États-Unis ils le fassent, c'est leur problème. Vous savez qu'aux États-Unis, en ce moment c'est assez à la mode, vous avez des centres commerciaux qui vendent les données des plaques d'immatriculation à la police des frontières, à l'ICE, de manière à savoir dans quel centre commercial vont les immigrants illégaux pour pouvoir cibler leur arrestation. Vous imaginez un instant, en France, Carrefour ou Auchan, qui vendrait à la police de l'air et des frontières des données, le scandale que ça serait? Aux États-Unis, c'est parfaitement normal. Donc on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes valeurs, mais donc on met en place un certain nombre de réglementations qui nous permettent d'organiser un petit peu tout ça. Pour pouvoir mettre en place cette gouvernance de l'IA, gouvernance des données, il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Il faut faire les choses tranquillement, documenter, organiser, et puis faire ça en même temps qu'on le développe. On va pas s'arrêter pendant 6 mois à étudier. Mais on doit faire ça au fur et à mesure qu'on avance, de manière à vérifier qu'on respecte bien un certain nombre de règles. Et puis on va mettre en place un comité de gouvernance des données, comité de gouvernance de l'IA, dans lequel participeront l'informatique, la compliance, l'architecture, éventuellement d'ailleurs des gens tels que la direction financière, bien sûr le DPO, le RSSI, etc., pour se poser des questions sur ce qu'on a le droit de faire, sur l'éthique, qu'est-ce qu'il est bien de faire ou pas, etc. Donc il y a des progrès à faire dans ce domaine-là. Une évolution importante, c'est le fameux DPO, en charge aujourd'hui de la surveillance de l'utilisation des données personnelles. C'est complètement logique que ce poste-là évolue vers une gouvernance plus complète de l'IA et des données. Et donc aujourd'hui, beaucoup de DPO vont dans cette direction-là. Donc j'ai entendu que vous aviez lancé une business unit de DPO à temps partagé. C'est une externalisée. C'est une excellente nouvelle. Et il va falloir intégrer également la partie gouvernance de l'IA parce que les clients en ont besoin et que c'est complètement logique que ça soit réuni au sein de la même prestation. Concernant les données, là c'est pas compliqué. Tous ceux qui dans l'entreprise vous disaient « Oh non, tu m'emmerdes avec ton catalogue de données. Oh non, j'ai pas envie de me préoccuper de la qualité, etc. » Aujourd'hui, ils vont arriver tout penauds, ils vont dire « Finalement, tu sais, pour l'IA, on en aurait besoin du catalogue. » Là, ça va être la vengeance du data steward. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'IA sans données de qualité. D'accord? C'est clair. Là, il n'y a pas de miracle. C'est de la mathématique. Donc, si vous voulez vous amuser à faire des IA sur des données que vous ne maîtrisez pas ou vous connaissez mal, jetez un coup d'œil aux résultats que vous obtiendrez. Il y a une personne qui va être importante, c'est le AI Owner. Le AI Owner, c'est celui qui va porter chacun des projets d'IA à l'intérieur de l'organisation. Il faudrait qu'il soit métier, pas technique. Pourquoi? Parce que un projet d'IA, ça se fait pas pour le plaisir de faire de la technique. Ça se fait pour répondre à un objectif métier, qu'on doit valoriser, qu'on doit quantifier, qu'on doit évaluer. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et bien sûr, on va travailler avec les experts techniques, mais la question de est-ce qu'on continue, est-ce qu'on atteint les objectifs, c'est pas une question technique, c'est une question métier. Et donc, c'est très important que les métiers, petit à petit, se saisissent de ce sujet-là pour comprendre ce qu'on peut faire avec ça.
Et puis, ce AI Owner, il va créer un catalogue de modèles d'IA. De la même manière que vous allez avoir un catalogue de données, vous allez avoir un catalogue de modèles avec justement un lien avec les données. Quelle donnée est utilisée dans quel modèle? Quel modèle utilise quelle donnée? C'est indispensable. Et c'est complètement logique de mettre tout ça en place. L'objectif, c'est d'aller au-delà du réglementaire. L'objectif, c'est de créer des IA, il y a deux mots, responsable et explicable. C'est les deux points clés. Responsable parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi, explicable parce qu'on veut absolument pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Je vais m'arrêter là parce que j'aurais pu vous en parler pendant des heures. Vous n'oublierez pas quand même les impacts sociaux et les impacts environnementaux. Il y a déjà aujourd'hui des entreprises qui reviennent un petit peu en arrière parce qu'elles ont peut-être pas anticipé toutes les conséquences de l'IA. Il y a de l'humain. Heureusement, nous ne sommes pas encore remplacés par des robots. Nous pouvons nous aider des robots, des agents et tout ça, mais on a encore notre place à tenir. Et donc, il faut véritablement être conscient de tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Je terminerai sur ce slide-là pour bien formaliser ce qu'on a dit. On a dit, il faut poser un problème, comprendre le problème et résoudre le problème. Dans un certain nombre de cas, la machine peut nous y aider, mais l'être humain a toujours besoin de la réflexion pour définir tout ça. Donc c'est vraiment la complémentarité entre l'IA et l'être humain. C'est cette intelligence augmentée qui est la clé de tout ce qu'on va faire. Et s'il vous plaît, gouvernez-la.